seul. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring. Comme j'ai l'habitude de le dire, si ça s'appelle Featuring, c'est parce qu'on est en featuring avec un artiste. Et aujourd'hui, cet artiste-là, c'est un mec qui nous vient du Val d'Oise, mon 95, qui m'est très très cher. Seth Gecko, comment vas-tu? C'est bien lui en chair et en saucisse, ça va. On sort de justesse de ce Covid infernal. Ouais. Et voilà, il faut pas confondre featuring et fuite d'urine. Hein. On est d'accord? Ça y est, c'est parti. C'est Joli parti. chapeau de roue. Ah oui. Bon, j'aimerais qu'on commence par le commencement. Donc le début, je parle du début pour toi, le rap. Ouais, Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il me semble que tu viens de Saint-Ouen-l'Aumône tout à fait. et qu'à Saint-Ouen-l'Aumône, avant toi, il n'y a pas une personne ou un groupe qui a explosé sur la scène. Non, il n'y a rien Ok. autour de nous, quoi. Ok. Je me rappelle que les premiers trucs que j'écoute du 95, bah, c'est Minister Hammer, tu vois. Mhm. Et même juste le fait d'avoir une cassette enregistrée d'eux, et de les écouter, on faisait quand même genre une bêtise de ouf. On disait, non, mais attends, c'est incroyable, c'est la secte Abdullah, c'est que des Renois, ils aiment pas les Blancs. Là, je me dis, attends, je suis un rebelle de ouf, j'écoute une musique, tu vois. Oh, merde. Et du coup, ça paraissait tellement loin, en fait. Et aujourd'hui, des Sergi qui est à 10 minutes de chez moi en scooter. Mhm. Et on avait aussi le rappeur, comment il s'appelle, Diable Rouge, qui était là-bas, Mhm. de Time Bomb. Mhm. Et bah pour nous, c'était un truc de fou. C'était méga loin, en fait, tu vois. Ok. Quand t'es jeune, en fait, c'est peut-être Paris, le 95 vers chez toi, Sarcelles, etc. Nous, c'était... C'est loin. C'est en vrai. loin On du- est dans le même département. Demain, on est mais c'est à l'opposé, l'opposé, ouais, exactement. Ouais. Et donc, voilà. Mais ouais, je viens de Saint-Ouen-l'Aumône, donc il n'y avait pas de rappeurs émergents, Mhm. connus, qui auraient pu nous aider. Ok. Mais on était des niches de gens, on tu sais, on aimait les mêmes choses. Généralement, ceux qui aimaient bien le basket, et ils aimaient bien le Peura aussi. Donc, on se T'aimais retrouvait... bien le basket, toi? Bah, c'était lié, mais moi, j'étais pas encore trop chébrant sur le skateboard, mais j'aimais bien... toute la vague des Bulls, tu sais, là, ce qu'on regarde, Last Dance de Jordan, on était dedans, les premiers jeux de Super Nintendo avec le NBA, tout ça, j'étais dedans quand même, mais je n'y jouais pas. Ok. Mais je savais apprécier les matchs et le nom des joueurs, je les connaissais tous par cœur et tout. Ok. Et tu vois, des Scottie Pippen, Mutombo, tout ça, tous les joueurs, que ce soit des Lakers ou des Bulls. Bulls. Après, il y avait les vêtements qui allaient avec Bien aussi, sûr. donc on s'identifiait ça, peut-être pas au maillot de basket, mais au starter. Tu vois, Ouais. les blousons un peu bombers, de toute façon. Important. Et bah, tous ceux qui étaient un peu chébrants, ce courant-là, hip-hop, bah, donc c'était Graph, tout et tout. On n'était pas beaucoup, donc on traînait entre nous. Et puis ça a fait une association. Où on a dit, est-ce qu'on pourrait avoir un studio? Est-ce qu'on peut aller en studio, etc. Donc c'est comme ça que nous, on s'est fait... Ah, dans Un la peu la ville, bite, dans la ville de ouais. Saint-Ouen-l'Aumône, Ouais, on avait vous avez pu demander à la mairie ou je sais pas quoi. d'avoir un local Ok. ou un pote. Notre truc s'appelait Assos d'Assas, genre association d'assassins. Super. Assos d'Assas. Dès le départ. Dès le départ, et voilà, on était un petit collectif de rappeurs, on était 5-6 comme ça. Mais Et- comment ça t'est venu, toi? Bah moi, c'est d'avoir écouté du rap, d'être fan de rap, Ok. de rapper des couplets des rappeurs que j'aimais bien, que c'était Lino. Le tout premier que t'as la entendu. clique, rappeur? Ouais, tu te rappelles? Bah ouais, hein, c'est la cassette, la formule secrète d'Assassin, c'est celui-là où j'avais accroché le mieux dans Ok. Rap Attitude en fait. Ok. Mais j'ai tout eu, tout ce qui est sorti, que ça soit le maxi traître de Minister Hammer, je l'ai eu entre les mains et écouté. Je me rappelle, ça c'était en classe de neige, j'étais parti avec le maxi Le Monde de Demain, c'était un mini CD. C'est même pas le CD slim. Quand je te parle du maxi traître, je l'avais en CD format slim. C'est Ok, des petits les- maxi très fins, tu vois. Ouais, Ça s'appelait le format slim, le boîtier CD, mais slim. c'est des singles, quoi. C'est des singles, ouais. Là, Ah. il y avait 4 titres. Et j'avais eu le maxi Le Monde de Demain de NTM, il était tout petit. C'était un CD Rikiki, tu vois. Ok, les mini-disques Les peut-être. mini tout petit. Mais c'était un CD, hein. Ouais, Ça se ouais. mettait dans un lecteur CD, mais le format ok. était rigolo, Ok. tu vois.
J'avais ça en cassette, j'écoutais moi tout Life Crew, Body Count aussi, parce que mes refrains c'était plus courant rock alternatif. Donc les prémices du rap, je les ai avec eux en les découvrant, parce que c'est ce qui succède le rock alternatif, le Peura. Après, dès que les Berruriers Noirs, ils ont levé le pied sur la musique, La Souris déglinguée, tous ces trucs-là. C'est devenu c'est NTM et tout ça qui a pris le relais avec un peu le même discours. NTM faisait des concerts. Ils faisaient des concerts, les premières parties sur les mêmes plateaux. Souris déglinguées, tout à fait. Et du coup, moi j'ai eu ça, donc j'étais un ovni quand même d'écouter cette musique-là parce que je sais même pas ce qu'ils écoutaient réellement. Les gens, je crois que les rebeux de cité de chez nous, ils écoutaient de la funk. Les Africains, ils avaient le patrimoine quinf de la musique. Surtout du sud Makossa, tu sais, de Manu Dibango, ou de même pas Werason, ça arrivait largement après, Kofi, mais Papa Wemba, je vais dire, encore plus ancien. Et les Antillais, ils avaient le zouk, le créole, tout ça, et les Français, nous on avait il y avait les Ardos, qu'on appelait ça, c'était les goths, les métalleux, mais c'est récent métalleux ce terme-là. Avant on disait Ardos. On disait Ardos, et c'était péjoratif. Et puis les gens qui écoutaient de la dance, il y avait de la dance. C'était la musique pop, la pop urbaine aujourd'hui et la dance d'antan. C'est vrai. Tu vois. Et pour revenir à ça, il y avait beaucoup de rappeurs chanteurs à l'époque. Tu te rappelles, les rappeurs un peu funky, c'était pas les plus forts dans le Peura. Tu vois, je les retrouve un peu aujourd'hui, ces nouveaux rappeurs un peu qui sont là pour le divertissement. Je vois ce que tu veux dire. Kamel d'Alliance Ethnique, avec tout le respect qu'on a, lui, qui était de l'Oise, lui, je crois. Du 60 Cray. Il y avait tous ces rappeurs comme ça. Il y a eu Ménélique, un peu un rappeur funky. Il y avait La Basse-Cour, Réciproque, qui étaient des trucs un peu plus dansants. Ils ont toujours existé, en fait, c'est ce rap un peu dansant, mais pas super validé par le milieu rap pur et dur, puriste et duriste. Là, on parle d'une époque où c'était compliqué, c'est pas ouvert comme aujourd'hui, on va dire. Tu vois. Voilà, pour revenir, je sais même pas pourquoi je suis parti sur ça, mais j'adore parler, j'adore m'écouter. Il n'y a pas de problème. Puis en même temps, ça fait un peu des cours d'histoire à mon fils qui est dans les locaux. Faut aller chercher les noms, tous les noms qui ont été cités là. Tout à fait. C'est important aujourd'hui, Internet, tu trouves tout. Donc association, Assos d'Assas, on rappe dans un truc, et de fil en aiguille, un jour, on se retrouve sur une mixtape. À Génération, on se retrouve à faire un freestyle à Génération. À Génération, avant nous, il y a l'équipe Néochrome qui vient freestyler pour la sortie de Néochrome 2, dont t'es dessus. Et du coup, je croise les mecs, j'accroche avec un mec. Ah, c'est un bon petit gars de cité, tu sais, parce que entre mecs de cité, on se renifle le cul comme des pites et après on s'apprécie. C'est bizarre, hein, quand même, ça vachement. C'est dep un peu carrément. Et après on dit putain mais t'es bon, il y a un potentiel en toi. Attends, je te ferai écouter quand même au producteur Yoni de Néochrome. Et après lui je le revoyais donc. Après un jour je marche sur les champs, nous les banlieusards, qu'on allait sur les Champs-Élysées, c'était fête de la musique et 14 juillet et jour de l'an. C'est nos trois seules sorties de l'année. Et je retombe sur ce mec-là, je dis non mais te rappelles on s'était vu et tout. Il était encore avec le producteur de Néochrome. Mais c'était qui ce mec-là? Il s'appelle Alassane Kossa, c'était le rappeur du groupe Abalone qui rappait. Et aujourd'hui Recta d'Abalone, il a un studio à Bastille, je crois, il s'occupe de Moral à Squale et tout, donc chacun a évolué et c'est bien vie du rap et je suis content pour eux. Et lui il me dit vas-y viens. En fait c'est comme s'il avait repéré, c'était un Parisien, les Parisiens ils sont vachement plus en avance que les banlieusards. Il a dû se dire il y a un potentiel avec ce petit Babtou qui est fan de Peura, il est malléable dans le sens où si on lui dit comment faut bien rapper, facilement j'arrive à m'adapter en fait. Tu vois, j'étais comme un buvard qui savait. Des fois, je manquais peut-être de références ou de trucs. Il me disait, mais regarde ce gars-là, comment il est. Et j'ai réussi à. Je dis à un moment donné, je suis le patchwork de mes rappeurs préférés. Je suis le patchwork. Tu vois, je me suis un peu inspiré de tous les mecs que j'aimais bien et de créer quelque chose. Ça a donné quelque chose, Et puis voilà, après, le mec de Néochrome, il m'a laissé ma chance. Il m'a dit, ouais, reviens. On a fait un titre, 2 titres. Ils n'ont pas été pris. Et moi, du coup, j'ai fait les allers-retours Saint-Ouen-l'Aumône, Paris 19e pendant toute mon. De 18 à. Après, à ce que tout est sorti Néochrome, jusqu'à 25 ans, j'ai traîné sur les trottoirs de Marx Dormois, voilà, à rapper mes couplets pour me faire valider par le 18, le 19 et faire toutes les radios, trucs, voilà. Traîner ma bosse. Mais tu avais un groupe, on peut dire, quand vous étiez une équipe, une team, mais avec que des rappeurs solo, mais qui se rejoignaient. Donc du coup, le mec te connecte avec Néochrome. Tu bosses avec eux. Et c'est là que tout ça va aboutir à ton premier street album, c'est ça qu'on disait. Alors même avant ça, à Néochrome, en fait, c'était des cassettes révélatrices, et en développement. Donc on s'est servi de Néochrome 3 pour me faire connaître.
Après, ils avaient fait le format CD pour la première fois. Après la mixtape cassette, ils ont voulu faire l'album Néochrome. Donc, en présentant un peu les artistes qui, genre, signaient chez le label. Mais bien sûr, c'était des contrats moraux qu'on se traîne encore aujourd'hui. Par fidélité et loyauté, tu vois. Parce que tu clames encore Néochrome aujourd'hui. Ouais, c'est des comme morceaux, un nom tu de le famille, dis. en vrai, tu vois. C'est comme un mariage et j'ai encore le nom du mariage. Il n'y a pas eu de divorce, en tout cas. C'est bien, c'est rare. C'est rare, ouais. Et voilà, donc c'est ça. Après, ils m'ont fait un maxi du morceau que, voilà, en fait, ils ont bien misé. Ils m'ont fait faire un solo bien mis en avant sur Néochrome 3 qui s'appelait Criminaux, sur un sample d'Amélie Poulain, produit par Loco, qui était le deuxième producteur et fondateur du label Néochrome. Qu'on salue. Voilà, qui est aujourd'hui aussi qui a un studio sur Nation et qui bosse sur des gros trucs et tout. Et Yoni qui bosse aujourd'hui sur Gizmo et tout. Donc voilà, tous les mecs avec qui j'ai commencé, ils sont encore dans le jeu. Là. Et gros big up à eux. Et voilà, donc le solo marche bien. Du coup, j'en fais un maxi. Le maxi me sert de carte de visite. Et là, comme toi, je suis venu à toi, à Gare de l'Est, je me rappelle, dans un square à pigeons incroyable où je te débitais des conneries. Mais tu te rappelles ou pas? Je suis venu avec mon pack de CD par boîte de 25. Tiens, tu sais que ça a commencé d'abord aux Champs-Élysées dans cette boîte de nuit, tu te rappelles? Avant ça, tu penses qu'il y a eu la rencontre où je te faisais la petite danse du diablotin? La danse du Michael Torella, la danse du diablotin. J'ai rencontré cette gecko, il dansait. Il m'a fait une danse incroyable. Et quelle fierté bah, c'était les premières fois de ma vie qu'on me reconnaissait, en fait. Donc, je sais pas quand il m'avait reconnu, Driver, me dire, mais t'es pas le rappeur, cette gecko, et là, c'est un truc de ouf. Je suivais tout, J'étais à l'affût de tous les petits artistes émergents et bons rimeurs, je suppose. Important. Je te vois quand tu fais tes interviews et tout, t'es sensible en tout cas, à l'écriture et aux artistes. C'est important pour moi. Surtout du 9-5. Donc, du coup, quand je te vois, tu viens me parler, mais je te reconnais. Ouais. Et voilà. Tu m'as marqué, tu m'as fait rire. On a été mort de rire dans des marches. Je sais pas si tu te rappelles. On est resté dans les marches, on n'était pas dans la boîte, on était sur le côté. T'étais mort de rire, je suis content, j'avais trouvé un mec qui m'écoutait et qui me voyait danser. J'étais fier de mes conneries. J'étais la trappe avant tout le monde, en fait. C'est ça, un flow. C'est des DJ Sprou et. T'envoyais. Mais du coup, on s'est échangé les numéros de téléphone. Ouais. Et je suis venu déposer mon projet, mais j'étais en train de faire Barry et Plein, qui est un double CD. Mais c'est ça que tu m'as. C'est ça que tu m'as offert. C'est Barry et Plein. Et j'avais tous les. Là, je suis parti avec mon maxi, du coup. Mais le truc, c'est que tu devais me ramener ton CD. Ouais. Tu m'en as donné 20 ou 25. Mais non. C'est ça le truc. Mais tu m'as donné un pack. Du coup, moi, quand j'arrive chez moi, je distribue un peu autour de moi, tout ça, machin. Donc, j'ai fait tourner la musique, tu vois. Ah, ouais. Mais c'était ouf. Moi, ça m'a marqué. Je me suis dit, attends, le mec, il vient avec un carton. Il me fait partir avec un carton. Mais ça, c'est parce que je sautais encore les portillons à Gare du Nord et je pense que c'était pas pour m'encombrer ou les oublier quelque part. Non, je rigole. Et du coup, en fait, ce maxi de Néochrome m'a permis de carte de visite quand j'allais démarcher des rappeurs, parce que je me suis dit, attends. Pour rentrer dans le game, moi, j'estimais rapper bien. Je me suis dit, si je me mets dans le game, déjà, je peux pas me présenter en rappant moins bien que les artistes que j'écoute. Je suis parti voir les meilleurs rimeurs d'élite. La chapelle des rimeurs d'élite, tous, autant qu'ils étaient. Il y a du beau monde. Ouais, que ça, c'est les Nubi, Salif, XS, Moclès, à l'époque, Kennedy, Cynic. C'est Few. Ouais. Lui, c'était encore lui, il venait de faire, même pas la vie qui va avec, c'est les prémices de Few. Ouais. C'était Code 180, non, même pas. C'est sur le masque à gaz et Vlox de gaz. Il était apparu sur une mixtape de Iqbal ou je sais pas quoi. Je dis non, lui, il est lourd de fou. Donc, j'appelais les rappeurs au culot, je trouvais les numéros de tout le monde. C'était une époque magique. Ces mecs-là, ils décrochaient à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, les rappeurs, ils ghostent, frère. Ils me lâchent des vues. Faut que je revienne dans le game, que je casse des culs parce que ça a changé, ça a changé. Je suis grave déçu. Tu entends depuis tout à l'heure, je parle en rime comme Joey Budden, hein, c'est ça? Je m'exprime avec des rimes. Hein. Casse des culs, grave déçu, lâche des vues. C'est beau. Il y a ceux qui lèchent des vitres et ceux qui cassent des culs. C'est beau, mon pépère. Et bah voilà. Donc j'ai appelé tous les rappeurs. Je leur disais, écoutez, je suis le nouveau rappeur de Néochrome. Donc Néochrome, ça leur parlait à tous. Ouais. Ils savaient que c'était un truc, un casting de rappeurs de fou. Et je leur disais, voilà, je suis à nouvelle signature. J'ai envie de faire un feat avec toi. C'est au culot, hein. J'ai dit, je vais venir dans ta cité. Demain, on peut se voir ou pas? Ouais, non, je les prenais de cours de fou, j'étais un casse-couille. T'allais les voir sur place, dans leur cité, tout ça? Ah oui, c'est-à-dire que moi, je montre, je suis un petit babtou, je suis tout seul, je viens dans ta cité déjà. Donc c'était aussi, moi, pour montrer et m'affirmer, de dire, c'était comme ça qu'il faut apporter son truc à son nom et ses couilles, tu vois. Et j'ai envie de faire un feat avec toi.
T'as le droit de dire non. Juste laisse-moi te déposer un CD Mhm. et je te rappelle après. Et je peux te dire qu'en déposant mon maxi à tous les rappeurs, il n'y en a aucun qui a pas posé. Ok, donc toi, Et t'étais déjà sûr de J'étais ta sûr de musique. moi. J'ai dit Ça va. là, mes titres là, écoute celui-là. Mhm. Dis-moi si on peut rapper ensemble. Mhm. Après, ils pouvaient ne plus jamais me rappeler. Hein. Bien sûr. Après, ils disaient, ah ouais, lourd, j'ai écouté, franchement, lourd de ouf. Vas-y, viens, on fait un feat. Il y en a aucun qui a refusé à cette Non. période-là. Non, il y en a aucun que j'ai pas C'est eu. beau. c'est Après, beau. moi, j'ai été ambitieux quand j'ai fait le clip de Patate de Forain où j'ai été dans chaque cité pareil. Ouais. Filmer chaque rappeur, mettre un coup de poing dans la caméra. Mhm. Les deux que je voulais, c'était Rof et Booba, tu vois. Ouais. Et c'était trop encore embryonnaire et c'était pas connu. Le morceau, il venait à peine de sortir en CD. Et ce morceau-là a fait du bruit quand il est sorti en Après, clip. ouais. Non, mais là, j'étais en train de faire le clip et j'avais croisé Amadoun et Booba en boîte. J'avais rendu ouf Amadoun. Tiens, donne-lui un barillet plein. Rof, pareil, j'avais eu tout, DJ Moscow, toute la bande de Manuke, Mistaflo, Dry, Demon One, Rimka, AP, Mokobe, je les ai tous vus. Je pouvais pas me trouver un truc de Rof. Et pour l'anecdote, il me disait, en plus, Moscow me dit, j'ai une vidéo de Rof qui met des patates dans une machine à coups de poing dans une fête foraine. Je dis, non, s'il te plaît, rends-moi les rushs, je le mets dans mon clip et tout. Et en fait, finalement, j'avais pas. Après, j'avais abandonné le truc parce que je me disais, c'est peut-être un peu trop ambitieux. Mais dedans, dans ce clip-là, on peut voir. Avec du recul, c'est dur de découvrir leur visage. Et on n'avait pas tous les éclairages d'aujourd'hui. C'était filmé au caméscope par moi-même. Ah ouais. Ouais. Non, il y a Il, il y a Zoxy, il y a Danny Dan qui faisait un super coup de poing parce que je demandais à tout le monde de mettre des coups de poing dans la caméra et puis Danny Dan il me dit mais tu me vois avec mon corps, je vais pas mettre un coup de poing quand même, je vais être ridicule. Et après il m'a dit attends je vais trouver un truc et genre il ramasse du sable par terre et il jette du sable sur le cran et après il met un coup de poing genre ça c'est m'a dit. Il a aveuglé l'adversaire. Il avait aveuglé l'adversaire. Il est dans l'art martial, Danny Dan. Il est Tu dans vois, l'art tu martial. voulais quelque chose de pointu avec des anecdotes croustillantes, t'es servi mon driver hein. Vas-y. Ok, donc moi, je te découvre avec Barrier Plein, j'écoute, et j'écoute le morceau, en fait, le morceau avec Cynic qui passait un peu sur Génération. Oui. C'est ça? C'était un morceau avec Cynic, Alibi Montana et Alpha 520, en fait. C'était un Boys in the Hood, il s'appelait. C'était un morceau à plusieurs. Non, il me semble que c'est un morceau, vous Alors, êtes que deux. Ouais, bah alors ça, c'est encore plus vieux. C'est Bob de Génération qui le passait. Le morceau s'appelait Gangsta World. Un truc Et comme un ça, mois, j'ai- 2 j'ai mois et plus- Cynic. En tout cas, vous étiez que deux. Et si c'est passé en rotation un petit peu à des heures comme ça, le morceau s'appelait Gangsta World, ouais. Donc voilà, moi, du coup, je sais plus, j'ai cherché, puis j'ai dû voir ta tête dans une interview quelque part. C'est pour ça que quand on se croise la première fois, je sais qui t'es et tout. Mais moi, c'était vraiment ce morceau-là, en fait. Et je me disais, putain, ça marche bien. Cette Gecko et Cynic, ça marchait bien. Et quand je découvre que t'es signé chez Neochrome, à cette époque-là, Cynic était chez Neochrome aussi. il Ouais, me semble. exactement. Il venait de sortir son street CD, ouais. Moi, je me disais, putain, faut qu'ils fassent un album ensemble. Ah, De putain, ouf. un album commun. Tu te rends compte Ouais, qu'il y a ouais. qu'aujourd'hui, 20 ans après, qu'avec Cynic, on peut se dire, ça aurait été sympa de faire un projet commun, mais Hein. tu sais, des fois, ça arrive trop tard. Moi, j'en aurais eu besoin à l'époque où là, Cynic, il cassait les murs. Ça a jamais été dans l'air, à aucun moment, à l'époque. Non. Mais on a fait quand même, grâce à Yoni, qui devait lui dire, s'il te plaît, tu peux poser pour 7. Et je pense que lui, même à cette époque-là, lui, il préférait... on bossait avec Escobar Maxon, qui avait signé Ouais. après dans le 45 scientifique. Cynic, je pense même, il préférait Escobar que moi, en fait, tu vois. Parce Ok. que on était très proches de Esco à ce moment-là. Ok. Mais c'est arrivé après... le truc commun de tatouage, peut-être un parcours aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui. Mais il a toujours posé Cynic avec les gens. Il allait dans Ouais. les villes, il a jamais trop fait le je vois. PD avec les featuring dans le rap un peu. Je vois. Donc, ok. Le projet sort. Franchement, il fait du bruit. Et il y a ce morceau Patate de Forain avec CFU qui est Yes. clippé et tout ça. Et Patate de Forain, Sgeg de Poulain, tout le tralala. Mais il y a cette imagerie autour de la fête foraine et des gitans qui commencent à en sortir. Ouais. Et tu vas décliner ça Ouais. à mort. À ce moment-là, beaucoup de gens pensent que t'es gitan. Ouais, bien sûr. Et on découvre plus tard que tu ne l'es pas. Ouais. Mais je me bats à le dire ça, parce que je veux pas induire les gens en bien erreur. sûr. Et je leur Mais- dis, je suis autant gitan que Brad Pitt dans Snatch, Ouais. ou je suis autant gitan que CFU et russe. Tu sais, quand ils disaient Sénégalo-Russe, Korf, Molotov, Ouais. tu sais, c'était ça, tu vois, c'était un Exactement. univers. Je déclinais, parce que les gens, ils m'ont mis dans la case Mais c'est ça, mais Patate de Forain. Ah, mais c'est un gitan. Avant même que moi, je dise quoi que ce soit, Ouais, que je ouais, dise ouais, c'est un ça. mot en gitan, ouais. Et le problème, c'est que les interviews où t'expliques que t'es pas gitan, elles arrivent tard. Enfin, il y a un grand moment où tout le monde se dit, ok, il Ouais, est gitan. bien sûr, mais ils ont fantasmé sur ça, les gens. C'est Pour eux, ça, c'était un truc mais de ouf. toi, t'as pas eu peur, justement, d'avoir des problèmes avec des gitans par rapport à cette, entre guillemets, Ah non, parce qu'ils se sont sentis, Rôle. jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je
je suis le porte-parole des voyageurs. Je suis le rappeur des voyageurs, en fait. Ils ont toujours aimé. Et moi, si je me suis impliqué dans ça et de mettre en avant tous les marginaux blancs, en fait. Aujourd'hui, je vais vers le délire redneck, white trash, camionneur, les loupards en Harley Davidson, les gangs de motards. Tu sais, c'est tout l'univers blanc que je vais chercher, en fait. C'est pas que la caravane et les clans gitans. Il y avait aussi les forains qui sont dans les fêtes foraines, il y a les gens des eaux, etc. Et je pense que c'était tellement inédit et du jamais vu que les gens, ils ont voulu mettre eux... Non, mais c'est un gitan. Non, mais il habite à Saint-Ouen. Saint-Ouen. Ouais, Saint-Ouen dans le 93. Tu vois, ils ont fait des raccourcis de ouf. Et en fait, c'est pas plus mal. Mais non, les gitans, ils ont toujours validé ça. C'était un truc porteur pour moi. Parce que je pense que j'avais eu plus... je crois que le pic du buzz, c'est le moment où tout le monde se dit non mais il y a un rappeur gitan, le rappeur gitan. Les gitans encore aujourd'hui, 20 ans après sur Snapchat, et oui, ils ont le wifi dans les caravanes. Ils me disent ma race, mon cousin, il croit encore que, tu sais, que je suis un voyageur de sang comme eux et tout. Mais je dis non, mais je suis pas gitan, moi je voyage, mais je prends l'avion, quoi. C'est pas voyageur. Voilà, c'est plus globe-trotter que voyageur, finalement. Okay. Mais ils adorent, ils aiment bien, parce que c'est de l'identification, blanc, avec quelques tatouages, ça a dû rappeler leurs oncles, et parce que les gitans, ils se font des tatouages et tout, et puis que je maîtrisais bien le truc du délire tange, en fait. Quand je voulais faire un reportage chez les gitans, j'allais dans un vrai camp de gitans. Quand je voulais mettre des expressions, ça faisait pas... c'était pas un déguisement, c'était naturel, tu vois. Ouais. Et au final, tout au long de ta carrière, t'as développer des personnages. Tout doucement, après le gitan, t'es passé le fils de Jack Mess, en référence à... Ouais, mais Jack Mess a toujours aimé chez les gitans, un peu... aimé chez tout le monde, un peu. Non, mais Mesrine, c'est un peu... tu sais, c'est proche du gang des Hornecks, de Montreuil, c'est... Tu sais, c'était plus le point commun en tout ça, c'est banditisme et marginalité, en vrai. Ouais. Je suis pas passé d'un costume à un autre. Non, je te dis pas que c'est pas ce que tu me dis, mais c'est étroitement lié tout ça. Ouais. C'est les blancs marginaux. Ouais. Que ça soit les blancs des squats, que ça soit les blancs dans les camps de gitans, voilà, que ça soit les blancs du milieu du banditisme, alors les Corses ou il y a l'immigration blanche de tous les Polonais et Yougos qu'on a ici. Donc moi aussi j'ai puisé dans ça pour avoir des nouvelles syllabes et des nouveaux mots qui sonnent bien. En plus moi je suis russe, donc j'avais le droit d'utiliser cet univers-là. Il y avait les Geshtu aussi, j'ai toujours aimé. Oh, carayou, va te fouder. Tu vois, j'ai toujours fait ça, mais ça n'a pas marqué autant que si c'était un Portugais qui l'aurait fait et qui aurait fait son créneau. Le fils Emmanuel de la Trouelle, tu vois ce que je veux dire. Là, ils se sont dit, non, mais cette gecko, forain, patate de forain, gitan, Saint-Ouen, le mot Saint-Ouen, 9-3. Tu vois ce que je veux dire, voilà, ils sont mis. Ils n'ont pas voulu me sortir de ça parce que ça leur plaisait, que c'était nouveau pour eux, en fait. Mais t'en as joué, du coup. Bah, bien sûr, je dirais, vous en voulez, vous aimez? Bah, je vous en donne encore plus. J'ai juste dit forain, vous avez fait tout un pataquès. Alors attends, je vais vous les ramener, les forains. Je vais te faire des clips dans les fêtes foraines, dans les camps de gitans. Okay. Je vais pas te mettre des Lamborghini, je vais mettre des caravanes du gâteau ou Taber ou Vivaldi. Et voilà, et puis ça, et les gens, ils ont aimé. Après, à un moment donné, je dis, c'est pas que ça. Ça, c'est une facette de ma personnalité, mais il y a d'autres choses que je veux vous faire découvrir, en fait, tu vois. Et t'es aussi connu pour tes punchlines. Très tôt, en vrai. Ouais. Très tôt, il y en a eu des barillets pleins, c'est que des punch. Après, aussi beaucoup la rime. Donc, il y a tous les gens qui ont l'oreille affûtée, ils se disent, c'est l'école Néochrome, Time Bomb. J'aimais beaucoup la Subaru. Les gens m'en parlent encore aujourd'hui, vraiment. Elle est d'actualité en plus aujourd'hui. Plutôt que de rouler en Subaru, je préfère rouler en 2 chevaux avec un cadavre de Schmitt sous la roue. Voilà. Ça, c'est incroyable. Après, voilà, le message, il est le même aujourd'hui, tu vois, c'est All cops are bastards, ACAB. Mais il y a quand même l'exception qui fait la règle. Il doit y avoir 2-3 keufs, c'est des bons, tu vois. Mais ils doivent le savoir que quand on les insulte, on parle pas d'eux en vrai. Ouais. On dit il y a quelques fruits qui pourrissent le panier. Là, le panier, il est réellement pourri. Et des fois, il y a 1 ou 2 fruits rescapés au fond. Mais généralement, après, ces mecs-là, tu les vois sur Twitter, ils font des threads. Ils disent non, mais je suis obligé de me barrer. Tout ce qui est monté, il y a quand même... tu vois, il y a beaucoup de racisme dans ce milieu, dans l'école de la police, comment c'est fait. C'est clair. Même si là, ils essayent un peu
de mettre un peu de couleur. Tu vois plein de keufs, des jeunes, des rebeux, des renois, des tismés un peu. Pour les villes-ci, c'est important pour eux, pour pouvoir le travail d'infiltration. Ils ont besoin de ça, et puis ça offre des emplois à certaines personnes. Ouais, mais après, s'ils laissent les autres faire leurs trucs chelous, moi, je sais pas. Ouais. Je sais pas s'ils sont bons. Ouais, exactement. Mais voilà, il y a quand même ça. C'est un autre débat. Tu peux le lire, les gens qui disent non, au cœur de la police, dans les vestiaires, l'ambiance, elle est très, très, très France profonde, quand même. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais bon, moi, je vais revenir sur les punchlines. Donc très tôt, t'as été connu pour ça. T'en as fait beaucoup dans chaque morceau. Limite, on les attend. Ouais. Tu vois, on met un morceau de Salgeko. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? C'est laquelle qui va être exactement. Voilà. Mais t'as pas eu peur justement à un moment d'être catalogué que pour ça et que tes morceaux du coup ils soient plus vivants. Quand je dis vivants, ça veut dire qu'ils racontent plus un truc précis. Qu'on se dit ok, là il balance cette phrase parce que derrière il va mettre une punchline qui va rimer avec la phrase qui vient de dire. Après c'était le challenge, c'était bien. Parce qu'il y a beaucoup de, je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup d'artistes qui faisaient que du festival de punchline comme ça, et les morceaux, ils vivaient plus les morceaux. Ouais, mais là, aujourd'hui, à l'heure du turn-up, l'enchaînement de punchline, ça sert, c'est bien. Aujourd'hui, c'est divertissant. Moi, je fais du rap pour que les gens se marrent, ou les choquer, ou les outrer. Il y a des fois, c'est de la provocation. Mais c'est un concours de beats, finalement, comment tu vois le truc. Il y a ceux qui a la plus grosse tub, ou celui qui a le plus gros flingue dans sa cité et tout. Là, c'est un peu un truc de surenchère et tout, mais là où ça devenait intéressant, c'est que je me dis, dans chaque album, je mettais au moins 5 morceaux sur 20 à thème, et j'avais encore ce défi de me dire, je vais faire des punchlines, mais au service du thème, en fait, à dire des choses derrière. Et ça, comme je l'ai fait, et des morceaux comme Bistouflex, par exemple, qui sont Rama, mais qui parlaient de la branlette, un morceau, un couple impair où je parle que j'ai grandi qu'avec ma mère, mais c'est rempli de punch aussi. Donc c'est une manière d'écrire et de s'exprimer, en fait. Donc tu faisais attention à ça, c'est ça que je veux dire. Ouais, j'ai toujours si. Après, moi aussi, la rime pour la rime, c'est bien. J'aime bien quand la rime et la punchline, elles sont encore plus riches quand elles sont au service de quelque chose de sensé, en fait. Ouais. Ça prend encore plus d'ampleur, en vrai. Tu vois. C'est clair. Si tu as eu... Bon, je saute un peu des étapes, tu vois, on n'a pas assez de temps pour faire toute ta vie, tout ça, mais il y a eu... Je parle beaucoup. Non, ça c'est bien, ça, c'est important. Continue. Il y a eu un épisode, il y a eu un virage trap musique, notamment avec DJ Widim, si je me trompe pas. Ouais. Tes premiers morceaux trap, c'est avec Widim ou pas? Même pas. Non, moi, Widim, il a mis du temps. D'ailleurs, comme ça, c'est bien, on développe sur le truc. Widim, c'est précurseur de ouf sur le trap. D'ailleurs, il va changer la carrière d'Al Capote en le dirigeant vers de la trap. C'est clair. Mais moi, j'avais pas encore l'oreille sensible à être prêt à poser pour Widim. Et quand il a fait sa première mixtape Boulangerie Française, c'était mon DJ. Il me dit, je récupère des couplets. Ah non, mais là, j'étais pas prêt encore à comprendre. Et après, c'est quand même quand il m'a fait la prod du morceau Joe Star, avec le refrain Turn Up de Chico en or comme Joe Star. Le morceau est incroyable. Donc voilà, donc sur celui-là, je me suis tenté. Widim au micro, quand même. Au micro, ouais. Ah. Il fait des refrains, c'est tu en plus, parce qu'il te fournit le banger directement. C'est ça. Et moi, c'est un pari, c'est mon manager, il m'a dit fais-le. J'ai dit non, mais mon couplet, non, tu sais. Des fois, voilà, c'est un choix. Des fois, il faut écouter son équipe ou pas. Et Vincent, qui est derrière moi, il m'a dit non, mais fais-moi confiance pour celui-là, tu verras. Okay. Et en fait, le morceau prend de fou. Et avec du recul, on l'a pas sorti au bon moment. On le sort 1 an après la sortie de l'album Professeur Punchline, alors qu'il était tellement turn-up. Et en fait, ça, c'est des bons signaux de faire un clip 1 an après la sortie de l'album, mais que ce clip-là, il fait quand même 1 million de vues. Ouais. C'est qu'il avait un potentiel que tu l'aurais sorti en promo 3 mois avant. Ouais. Tu pouvais faire du 6 millions, 7 millions, tu vois. Clair. Et après, on s'est rendu compte de la force des titres de Widim sur les concerts. Il y a vraiment cet esprit, le turn-up, c'est Chico en or, comme Joe Star, là, vous voyez, la foule, elle se retourne, en fait, quand tu fais ce morceau-là, plus que le boom bap. Et c'est ça aussi, il y a des artistes comme Hugo TSR qui ont gardé leur ligne de trucs très boom bap, il y en a plein de cette école-là. Moi, j'ai fait des fois, parce que je suis un fan de musique, j'aime bien, donc j'écoute, je m'essaye et je fais le rap que j'aime écouter, j'aime bien le reproduire à ma sauce, parce que c'est différent, déjà, rap blanc, chant lexical différent et tout. Et c'est ça qui peut être emmerdant pour moi. Je trouvais quand même tous les mecs de la boom bap, un peu toute l'école, en concert, t'écoutes un mec qui chante, quoi. Tu vois, il y a pas l'esprit du pogo et du alternatif que j'ai aimé dans le rock en étant avant un enfant du rap, un petit cousin du rock. Et j'ai vu que cette énergie que pont, les gens, ils aimaient bien. C'est pour ça que les gens du métal, du rock, on aime bien cette gecko, tu sais, il est destroy, il est tout fou, il saute en l'air et tout. Et des fois, je peux calmer le show, je vais te faire un titi parisien. Pff, ça relaxe, c'est bien, t'écoutes.
Mais faire tout un concert comme ça, tu vois, moi, aujourd'hui, quand même, je bosse beaucoup pour ce que ça va donner sur scène. En live, ouais. Ok. Donc, là, tu commences... Mais justement, Donc, ouais, pour répondre à la Widim, question... trap, tu dis- ouais, en fait, je fais des titres, mais ils sont pas totalement trap. J'ai mais du donc, mal. Widim, c'est tes premiers morceaux trap, c'est Widim qui les fait. Ouais, celui-là, Ok. en tout cas, c'est Ok. Widim, bien vu. Voilà. Mm. Et donc, bon, tu suis finalement derrière cette mouvance-là. Tu sors des projets. Je vois des singles. Je vois des singles avec Hamza. C'est des trucs qui sonnent sud des États-Unis. Ouais, c'est complètement Je vois, ça. Ouais. Post-it. Ouais, post-it, ouais. Donc tu suis comme. Mais c'est pas, je trouve pas que c'est de la trappe pure et dure. C'est des sonorités actuelles, on va dire. C'est du Ouais, sud des États-Unis. Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Après, trap, c'est. Ouais, post-it, ça il est à veut fond dire. sur ça. Ouais. Puis ça permet à faire du débit. Après, moi, tout a ralenti. Donc, tu peux avoir des débits rapides ou des Ouais. flows rapides et tout. Mais je me dis, ouais, t'as les gars, ils ont pas de punchline. Donc, du coup, là, c'est vachement aéré. Et là, on entend vraiment tout ce que le mec, il dit. Donc, moi, entendre que Bédo, Moula, Banks, Bendo, ça fait vite le tour. Ouais. Là, je me suis dit, là, c'est une manière. Parce que des fois, les gens passent à côté des punchlines Exactement. dans le boom bap parce que le BPM, Ça il va un trop peu vite. Ouais. Et t'as pas le temps de toutes te les manger. Et donc, en ayant rencontré plein d'artistes, en bossant avec certains et tout, ils me disaient, c'est dommage parce que le temps qu'il y en a une qui monte au cerveau, il y en a déjà 4 qui sont passés. C'est ça. Donc, l'écriture est trop riche. Et des fois, la première écoute, quand toi, t'es super fier de ton titre, tu te dis, ouais, mais c'est lourd, tu te l'as pas capté, celle-là. Non, il faut plusieurs écoutes et Ouais. plusieurs relectures. Et des fois, l'oreille est feignante et elle est devenue feignante aujourd'hui. Ce qui est bien, pour moi, cette gecko sur la trappe qui base beaucoup sur la punchline ou les tournures de phrases ou faire de l'esprit ou des jeux de mots rigolos et ludiques. C'est un bon format pour moi, des morceaux un petit peu à sonorité. Je les appelle sonorité actuelle. Ouais. La trappe, c'est vraiment, c'est pas la réduire, mais la trappe, ça va pas trop avec punchline ou rime en vrai. C'est Non. plus un enjaillement, une ambiance, Un état d'esprit. Un état d'esprit, ouais. Je vois très bien. Toi, tout à l'heure, tu disais qu'en gros, le moment où le pic de ta carrière, ou le moment où tu as eu le plus de buzz, c'était la période Seth Gecko Gitan. Ouais. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a aussi eu une période où, justement, on te voit apparaître aux côtés de Booba. Ouais, aussi, Je là. pense que Gros pic cette de période-là buzz. aussi, tu vois. Bah, en fait, là, je sors de tout le perso gitan, il y a tout ce qui se passe. Ça fait sortir une signature. Et avant de sortir un album, maladresse de développement, on sort un best-of et on ressasse encore tous les titres que j'ai déjà sortis pendant 10 ans. Au lieu d'arriver avec du nouveau, du frais, je fais l'album La Chevalière. Dedans, il y a un gros titre super avant-gardiste qui s'appelle Dirty Manouche. Ouais. Et que j'aurais dû clipper pour enfin asseoir avec du beau visuel, là, cette fois-ci de la RED, des qualités, des caméras de grosse qualité pour mettre en avant en image toute l'imagerie que j'ai eue, mon passif en fait, là, où les gens prenaient un peu pour un gitan. Je pouvais faire un beau clip casse, auto, du cambouis qui dégouline, mais bien fait, beaucoup plus mature, maîtrise truc et tout. Mais après, voilà, l'album, on a mal géré le buzz qu'on a eu. Okay. Du coup, on sort La Chevalière, ça prend, mais pas autant qu'on aurait aimé espérer. Et juste après, il y a le passage Booba Autopsie, qui est après ça, en fait, c'est là après l'album. Et là, il y a une nouvelle carrière qui débute encore. Ça. Tu vois, là, il y a encore une étape. Il y a Seth Gecko Néochrome, vraiment avec son identité Néochrome. Et il y a la rencontre pour Autopsie. Comment tu te retrouves sur Autopsie, justement? C'est Mehdi Med, c'est un mec du 95. Hein. Ouais. Voilà. Et il me dit, quel DJ de Booba? Et c'est lui qui me contacte parce qu'on se connaît déjà de l'adolescence. On s'était déjà croisés dans les ambiances Montmorency, Daumont, Soisy-sous-Montmort, tout ça. Moi, j'allais un peu là-bas quand j'étais plus jeune, mes années collège, donc j'allais traîner là-bas. Ok. Mais c'est loin de chez toi, ça. Ça, c'est plus proche de chez moi que de chez toi. J'allais. Et du coup, moi, j'ai aiguisé là-bas. J'avais comme une espèce de mentor. En fait, j'étais au collège. Et il y a un mec de Montmorency qui est venu habiter dans notre ville. Il est arrivé dans ma classe et lui, il avait 2 ans d'avance. C'est un mec qui avait redoublé 2 fois. Mais lui, il venait de ce 95 proche de chez toi. Il me dit, mais moi, je suis connecté avec les mecs de radio. Il était connecté en tout. Il avait déjà ken plein de meufs. Et lui, il m'apprenait tout. Je dis, attends, mais c'est où qu'on met son setup? C'est lequel des trous? Lui, il m'expliquait tout. Regarde, c'est le bon premier fournisseur de films de Huck en cassette. Avant à Sauce d'Assas, on avait un groupe avec ce mec-là qui s'appelait, on était 3, c'était moi, un mec qui s'appelle Mourad, un ami d'enfance, et ce mec-là qui était un antillais qui s'appelait Cédric. On s'appelait les NMC. Donc les MC qui ont la N, NMC pour Nicolas, Mourad, Cédric, ou Négro, Maghrébin, Céfran, où on avait fait Né du mauvais côté et Ne te mélange pas au connard. Tu vois, c'était un peu notre truc NMC, mais
C'était viens on fait un groupe de rap mais on n'a jamais fait de chanson, t'as capté ou pas? C'était juste pour avoir Je vois. c'est pas de se réunir quelque part par les musiques. Donc lui il m'emmenait à Enghien, mes premières nuits blanches, les premières nuits où je rentre pas chez moi pendant 4 jours, je découvrais les meufs, la sexualité avec les plans meufs que lui il avait. Il dit non mais il y a des pavillons, des soirées hip-hop dans le 95, il y a des DJ, des trucs voilà, là moi c'était mon épanouissement, ça j'avais 15-16, tu vois. Et du coup, on tombe. Et lui, c'est un meilleur pote de Mehdi Med. Ok. Voilà. Mehdi. Et voilà. Et du coup, donc, nous, on se retrouve. Après ce mec-là, il a eu un enfant avec une meuf de ma ville. Mehdi Med est venu habiter à Saint-Olomone aussi. Ah, ok. Et je sais pas, on arrive à ce qu'il me dit ouais, c'est moi qui s'occupe de récupérer des cheats pour Booba, etc. Donc, moi, j'étais content d'ouf. Je dis, mais c'est toi ou c'est Booba? Je comprenais pas, moi, tu sais. Tant qu'on me dit pas non, mais c'est la compile de Booba, ça sort, c'était Autopsie volume 2. Ouais. Donc on a déjà eu le 1. Et je comprenais pas parce que le 1, c'était pas des inédits. C'est Autopsie 2 où tu commences, il y a que des inédits en fait. Vrai. Et voilà, je comprenais pas le concept. Du coup, je lui dis, je te donne un morceau déjà sorti. Donc je lui ai donné un morceau qui s'appelait Gavroche Style. Et après, il y avait une phase sur Morsaille. À la fin, il m'a dit, non, vas-y, ce morceau, on n'est pas trop neufa et tout. Et j'ai dit, attends, ok, il faut bien que je prenne le truc en considération. Là, c'est Booba, faut faire des inédits. Ok. Donc là, je me suis reparti en studio et il me restait toutes les chutes de texte que j'avais pas sorties dans mon album Le Chevalier. Et il y a un mec qui me fait une prod. Et je dis, ça me rappelle du Lunatic à mort. Et là, on n'entend plus Booba dans ses. Il venait de sortir l'album avec Game Over dessus, la 09, je crois. Ouais. Et les gens, ils n'étaient pas prêts encore à ces sonorités. Je dis, moi, faut que je fasse une prod qui rappelle aux gens son époque, Géraldo, 45 scientifiques et tout. Okay. C'était un ovni le titre aussi. Et j'ai fait un couplet. Et du coup, au culot, j'ai dit à Mehdi, viens, je te paye ton billet d'avion, viens, on va à Miami, on clip. Et une fois plus, je fais encore mon truc où je mets aux gens au culot, au pied du mur. Viens, j'arrive demain à Bois Miami, je viens faire le clip. Cette gecko est déterminée. Voilà. Il se déplace chez les gens et tout. Et ça s'est fait. En fait, j'ai réussi à aller à Miami. Et je sais pas si je mélange ou quoi, mais il me semble que t'apparais dans un clip de Booba, c'est pas la même chose. C'est lui en fait dans ce morceau-là. C'est lui qui apparaît dans ton clip. Voilà, parce que c'est un morceau de sa compile, mais il est en guest et c'est là que ça a pris toute une ampleur. Tu vois, il conduit une voiture, c'est moi qui est en côté passager qui rappe, et il fait mes bacs derrière, tu vois, pour l'image. Les gens ils se sont dit mais en fait comme Booba il avait quand même beaucoup de choses à ce moment-là. Bah pour l'auditoire en fait. Il y a plein de gens qui peut-être par rapport au physique, des fois l'identification, se disent, on n'écoute pas et dit, si Booba le valide. Ah ouais, non, c'est qu'il est bon. Il y a beaucoup d'auditeurs qui pensent comme ça. Ah ouais. Clairement. Mais ok. Et voilà, c'est parti de ça. Après. Ok. Ensuite, tu t'es retrouvé sur un album de Booba. Il a pas gardé le morceau, ça c'était sur l'album Lunatic qu'il a sorti. Ouais. On a fait un titre ensemble, mais on n'avait pas abouti à un refrain, etc. Et lui, il a posé dans mon album Michto. Ok. On a fait le morceau de Gypsy King Kong. Ok. Donc du coup, quand même, il y a eu ce truc où voilà, vous étiez potes. Au moins musicalement. Ouais, non, si, on a eu une relation, on s'appelait tous les jours au téléphone, beaucoup. Après, ce qui a cassé le rythme de ça, c'est un passage en prison, une incarcération que j'ai eu pour un méfait, tu vois. Voilà. Et du coup, ça s'est un peu cassé la fibre du truc entre moi et lui. Et après, on s'est retrouvés après à La Réunion. Il m'a laissé faire une première partie d'un concert à lui. Après la prison ? Ouais, après la prison, quand je suis sorti, mais après, tu vois, il y a des clips qui devaient sortir, ils sont plus faits, il a retiré un peu les morceaux de ses albums, tu sens que la casse prison, un peu, elle a joué sur le fait que peut-être les espoirs qu'il avait en moi, de se dire, ouais, non, en fait, non, ouais, bon, c'est pas grave, il a passé son tour, comme on pourrait dire. Je pense, après, je sais pas, ce n'est que mon interprétation. Et justement, pour revenir sur la casse prison, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas pourquoi tu te retrouves là-bas, ce qui m'intéresse, c'est quand t'es là-bas, tu fais un morceau avec Mister You. Ouais, j'arrive il y a Mister You, il est en Zompri. C'est ça. Et moi, dans quelle prison vous étiez ? À la Santé. À la Santé. Mais moi, j'étais avec You avant qu'il se fasse incarcérer. Donc là, on va plus voir You il avait une peine de 5 ans à faire, je crois. Ouais. Et donc moi, pendant sa cavale, moi, je le fais venir pour la première fois à Skyrock. C'est la première fois qu'un rappeur le fasse chanter dans son album. Donc dans La Chevalière, j'invite Mister You, il est inconnu au bataillon. Après tout l'engouement arrive après. J'avais déjà un feat avec lui il y a bien longtemps. Moi. T'imagines ? Bien longtemps. Toi ? Moi. Ouais. Moi, c'est un morceau, c'est ouf. Et du coup, là, ça, c'est un truc qui l'a marqué. Il est humain, You. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on est très connectés et on s'apprécie beaucoup. Quand je suis pas là, il y a des gens qui me disent, il t'aime bien, You. Il parle bien de toi.
Tu vois, ça, c'est super rare dans le Peura, tu vois. C'est clair. Et déjà, c'est cool, c'est la même chose. Donc, gros big up à Mister Mysterio, Gataga, bien sûr. qui revient un peu là sur le devant de la scène. Je vois, il est actif sur les réseaux et tu t'as senti qu'à un moment donné. Des fois avec des keufs, tout ça. Ouais. À chaque fois, il est toujours dans des bourbiers avec des arrestations, des bordels. Ah, il y a un truc. Et du coup, quand j'arrive aux arrivants, bah c'était le bienfait de l'incarcération. Je me retrouve avec Mysterio, on est là, on pouvait aller les marathons, ils nous Mais laissaient vous aller. étiez dans le même coin, pas dans la même cellule quand même. On s'est retrouvés dans la même cellule, C'est mais pas vrai. on nous l'ouvrait. C'est-à-dire, on nous ouvrait la cellule, je pouvais aller dans la cellule de You et lui pouvait venir dans la mienne. Ok. Et ça, c'était en cours de promenade. Cette Gecko et Mysterio, c'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Je viens, on fait un morceau et tout sur la zone prix. Et voilà, ça, c'était magique. Donc, du coup, tu as vu, ça fait un Donc contact vous en l'avez moins. vraiment écrit là-bas, le morceau. Ouais. C'est Ouais. ouf ça. Ouais, il est bon, il s'appelle Zugatas Blex Ouais. et ça parle du jour de quand j'arrive et lui il dit là ça fait déjà 3 mois que je suis là et là je vois 7 qui arrivent dans la cour et moi je viens d'arriver et j'entends par la fenêtre c'est le Gecko. C'est ça le morceau, on raconte nos trucs, c'est magique dans le Peura ça. Un truc de ouf. Tu vois, parce que c'était quand même 2 mondes un peu différents Mhm. et ça se retrouvait c'était bien street en tout cas. C'est complètement fou. Il y a un truc aussi qui revient souvent dans ta musique, c'est les punchlines sur le sexe. Ouais. Donc, moi, j'ai vu, t'as des relations très proches avec les gens du milieu du X. Mais tu t'es embrouillé avec Anissa Kate? Non, même pas. Non. Comment t'as fait? J'ai vu des trucs sur Internet. C'était rigolo. Après, avec du recul, quand on s'est rencontrés et tout, elle m'a dit, tu sais, la réponse qu'il y a eu sur Twitter, quand j'avais dit, t'as eu les yeux plus gros que la schneck, comme Anissa Kate, et après, elle m'avait envoyé, occupe-toi de ton cul et laisse ma schneck tranquille. Après, moi, j'ai répondu à un truc avec une escalope un steak, éclatée. Ouais. Incroyable. Donc là, je m'étais pas fait assassiner en troll, tu vois. Je veux dire, j'avais bien trollé. Non, tes réponses étaient belles, Ouais, mais ouais. je me disais, comment tu peux t'embrouiller avec elle? Non, là, c'était plus, je crée un contact. C'était c'était un premier Une contact. autre technique, une autre façon de faire. Chacun sa manière. Et du Ok. coup, quand plus tard on a eu le fait de se côtoyer ou de se voir et tout, elle m'a dit, c'était pas moi qui avais répondu au téléphone, moi je l'ai pris en rigolant de ouf. C'est une casse-tête, c'est un shout-out, Ok. tu vois. De toute façon, je suis une actrice porno, je vais pas m'attendre à ce que des gens ils parlent de ma cervelle, tu vois. Et c'était son mec de l'époque qui lui avait dit ah non mais non et qui avait vu le danger en fait. Il avait vu le danger. Il avait senti le barlou dans la basse-cour. Protège le loup est là, protégez vos poules. Je vois. J'ai vu, comment ça s'appelle la russe? Anna Paulina. Anna Paulina, je l'ai vu avec un tatouage barlou, là. Ouais, C'est mais les quoi- gars, lui c'est éjacule quoi- sur l'épaule, c'est frère, quoi maintenant, cette ça... histoire Non. Attends, mais... C'est quoi cette histoire? Elle adhère, c'est une fille qui est très intellectuelle, mais faut pas la cantonner juste à son personnage d'actrice porno, qui aime bien la lecture, qui lit beaucoup de livres, tu sais, qui vient d'une bonne famille et qui est vachement instruite. Et qui aime bien l'écriture, qui aime bien Orelsan aussi. Elle cite des fois des artistes qui sont bons, elle kiffe. Et elle me dit, moi, j'adhère totalement à l'univers Barlou, je kiffe de ouf. Vas-y, je vais venir dans ton salon de tatouage, je me fais piquer Barlou direct. Ah. Elle s'est identifiée au truc. Elle a compris le lifestyle, elle sait c'est qui les vrais hommes. La virilité, les vikings dans le game, elle a ressenti cette aura incroyable. Elle voulait en être, tu vois. Ok. Elle voulait le barlou dans la peau. Voilà, elle m'a bien senti rentrer à l'aiguille, quoi. J'ai planté ma grosse aiguille dans sa peau. Très bien, je vois. En tout cas, tout au long de ta carrière, on sent que tu as une vraie culture. X. Ouais. Tu cites plein de noms. Ouais, bah oui. Incroyable, old school, new school. Ouais. Là n'est pas la question, comme Ouais, dirait c'est ça, comme disait Roca. Roca. Donc, ok, cool. Voilà. J'ai pu te citer Kadja Kassine, qui était une rouquine de l'époque, et aujourd'hui, je peux te citer Luna Colason, qui est... Je suis perdu, moi. Avant, Voilà. j'étais pointu, tout ça. C'était pointu. Ouais, mon slip est toujours pointu quand il s'agit de porn culture. Je suis perdu. J'aimerais qu'on parle de la Thaïlande, parce que t'es parti vivre là-bas pendant Ouais. combien d'années? Ça a à peu près j'ai 10 ans d'aller-retour. Ah quoi. ouais, quand même. Ok. Donc, qu'est-ce qui... Et ça, encore renouveau, tu vois, ça redonne un coup de nouveau. C'est clair. Parce que c'est ça qui me fait aimer les sonorités actuelles. Quand tu me dis du rap, truc, Ouais. parce que j'avais mon bar, on passait de la musique, et je sentais que les gens étaient plus dans le groove, en fait, d'écouter ce genre de musique-là. Tu vois,
les Travis Scott, tous ces trucs-là. C'est pour ça que vers du Hamza, moi j'adore Hamza ce qu'il fait. Parce qu'avant de bien chanter, il faisait des rimes multisyllabiques en chantant. Donc ça, c'était très rare. Qu'un mec un peu proche qui frôle avec le R&B, on va appeler ça comme ça. On va dire Cloud un peu, tu vois, qui faisait des rimes. Donc ça m'a interpellé, j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, j'aime bien le morceau Pick Up the Phone. J'ai adoré ce morceau de... J'adore ce morceau. C'est quoi dessus? C'est Quavo, Young Thug et Travis. Ouais. Je dirais, attends, je vais le faire le mien, en fait, tu vois. Et je voulais pas que, entre deux clips Quinry dans mon bar en Thaïlande, où on passait beaucoup de rap Quinry et français, j'aimais bien être le seul rappeur quand un Quinry regardait l'écran. Il n'y avait pas de différence entre au niveau du charisme, au niveau de la musicalité et tout, et que des fois, tu pouvais mettre un clip comme Titi Parisien, un étranger, tu sentais, il pouvait aimer le groove du boom bap, parce qu'automatiquement, elle fait hocher la tête. Mais moi, dès qu'une instru, qu'elle soit South ou New York du Queens, tant que ça fait hocher la tête, le son, il est bon pour moi. C'est clair. Ok. C'est quoi le déclic qui t'envoie vivre en Thaïlande? L'envie de changer, de vivre un nouveau truc, hein. C'est le pays. De toute façon, c'est quand il goûte que tout le monde. La première fois que j'étais parti à Miami, j'ai envie de vivre ici aussi. Faut que j'ouvre une boulangerie. Tu vois, je crois que c'est tous les Français Tous les Français voulaient être boulangers aux États-Unis. Et en Thaïlande, c'est pareil. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Sauf que là, j'ai vu, il y avait des bars tenus par des Français qui avaient le même âge que moi, qui n'avaient pas forcément des milliards d'euros, mais ça leur permettait juste de vivre là-bas, en fait. Ils le faisaient pas pour devenir millionnaire. Ils le faisaient parce que voilà, ça te permet de vivre sur place. Si c'est un pays où je peux continuer à rapper, parce qu'il y a des studios. Imagine, putain, je monétise. Après, je me suis dit, bon, alors, dans le rap, j'ai pas l'argent que j'aimerais avoir. Et tout le monde veut faire des photos avec moi, parce que le personnage était fort, depuis le truc gitan, un peu la connexion avec Booba, tout ça. Là, je suis arrivé dans une île où il y a beaucoup de Français en vacances. Comment je peux monétiser le fait que quand je vais dans un bar, tout le monde fait des photos avec moi. Et du coup, ça fait consommer les mecs dans les bars que je fréquente. Je me dis, putain, imagine le truc de ouf. J'ai pris mon nom Seth Gecko d'un film qui s'appelle Une nuit en enfer, où Tarantino, il donne rendez-vous à des faussaires mexicains dans un bar à gogo, aux frontières du Mexique, qui s'appelle le Titi Twister. Je viens en Thaïlande, il y a des bars à gogo avec la décoration du film Une nuit en enfer. Je regarde mon pote, je dis, mais t'imagines... le rêve de ouf, j'ai mon propre bar et j'en parle comme un rêve. Et voilà, moi, mes rêves, au-delà de les caresser, je veux les sodomiser avec du sable, frère. J'ai été jusqu'au bout du truc. J'étais et puis j'ai trouvé un investisseur, un mec qui avait déjà des affaires sur place. Il m'a vu venir, il m'a fait du pied, il m'a dit, regarde, t'aimes bien la Thaïlande, tu vas avoir un enfant, t'as avec une taille. Et tu devrais... vas-y, moi, je crois en toi. Est-ce que t'es chaud? Tu prends tes économies de France, t'investis avec moi, parce que comme ça, t'es impliqué. Tu partiras pas au bout d'un an. Ouais. Il pouvait me tenir un peu par ça. Il m'a dit, viens, on investit tous les deux et on fait un bar et tu vas gagner en image de fou. Il y aura ton nom sur la plus grande avenue de Thaïlande. Et puis, je suis devenu un incontournable. Et en fait, mon rêve, il s'est réalisé, en fait. Tous les Français qui allaient là-bas, ils passaient. Tout le monde. Et à la fin, je suis parti au moment où les Français, ils ne passaient plus, parce que tout le monde a compris que je pouvais ouvrir un bar hip-hop, que tous les week-ends, ils mettaient un nouveau rappeur. C'est-à-dire au début, ils se sentaient obligés de passer, les mecs. Mais à la fin, une fois de plus, il y a des gens qui arrivent avec leurs grosses chaussures, qui écrasent un peu sur les nids de fourmis en disant « Ouais, mais on n'a pas besoin d'aller le voir, lui, c'est pas lui la Thaïlande. » Et dès qu'il y a eu un peu cette ambiance-là, où les mecs... ouais, on passe devant son bar, mais on regarde même pas, on n'y va pas. Et ça, tu parles, c'est des Français, des rappeurs français, des rappeurs français. Des rappeurs français, ok. C'est pas normal, frère. Vous êtes là. C'est très bien, je fais un truc inédit. La Thaïlande, c'est moi, j'ai marqué mon territoire. Quand il y a des mecs plus gros qui s'accaparent le truc sans donner de la fort, moi, je l'ai pris. C'est offensant un peu. Mais là, mais je te demande pas un featuring, là. Tu viens, tu passes, tu bois un coup, on se check et ça tue, ça fait vivre le truc. Bah ouais. Et du coup, après, dès qu'il y a les gens, ils commençaient à s'accaparer mon petit coin de paradis. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais retourner en France. C'est là que j'ai switché. Mais je revenais pour faire mes tournées, je revenais pour assurer la promo des albums et tout. Mais ça m'a permis aussi de faire plein de feats. Quand Gradure, il est passé là-bas, j'ai fait un feat avec Gradure et c'était inattendu. Ah, vous l'avez enregistré en Thaïlande? Celui-là, il est fait en Thaïlande. Avec Niska aussi, c'est une connexion en Thaïlande. Voilà, plein de tout. T'avais pas besoin d'aller dans leur quartier. Cette fois-ci, là, non. Ils étaient chez toi. Ils étaient chez moi. Voilà. Ok, cool. Et justement, tu dis t'es revenu en France. Moi, il y a quelques mois, avant le confinement, je me suis retrouvé à Lille. Je devais faire un show, justement, avec Freeze Corleone. J'ai vu que tu avais collaboré avec lui. Ouais. Et quand je passe là-bas, je suis là-bas l'après-midi avec les organisateurs du concert et tout. Et
Il y a un mec qui me dit, ouais, Seth Gecko, il était là il y a 2 jours, et je crois qu'il ouvre un restaurant et tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, alors Lille, Tu lances une chaîne de restaurants en France? Voilà, ouais, alors donc quand je suis rentré en France, j'ai ouvert un salon de tatouage. Donc j'avais mon bar en Thaïlande, j'ai ouvert mon salon de tatouage, mon associé me dit ouais, mais t'as vu maintenant t'es plus là, t'es trop occupé à aller en France avec ton salon de tatouage. Je dis ah mais voilà, en fait maintenant, c'est le manque à gagner. Quand je suis en France, il faut que je gagne de l'argent. Quand je repars en Thaïlande, je peux jongler en fait, tu vois, la Thaïlande, j'avais perdu de ma... C'est bien quand un artiste il garde sa mysticité un peu, tu vois. Ouais. Mais le mythe, quand je devenais trop abordable, c'était bien qu'on recrée la magie. Tu peux aller en Thaïlande, mais là, tu me vois peut-être pas. Ok. Je suis revenu un peu, mon associé était plus... Ouais, mais le bar, et du coup, quand moi j'étais plus en France, le bar, il tournait un peu moins. Donc, ça sentait que c'était la fin. Il y avait une page qui devait se tourner. J'ai ouvert mon centre de tatouage. Il a tourné pendant 1 an. Après, je me suis dit, putain, j'aimerais trop, faut que je fasse un truc pareil. Moi, j'aime bien trouver des associés. J'aime pas mettre mes œufs dans le même panier. Et je suis pas, moi, un spécialiste de la restauration. Je suis juste un mec qui est très fort en com. Alors, je me jette des fleurs, t'inquiète. Mais T'as le droit, c'est t'as le comme droit. ça. Et je trouve le gars qui me dit, moi, je vais ouvrir un truc... je suis dans un restaurant africain, je parle de mon projet. Il y a un mec à côté, il me dit, mais moi aussi, je vais ouvrir un restaurant thaïlandais. Tu le connais pas du tout, le Non, mec. on se connaît pas. Et C'est après, ouf, j'ai ça. dit, ouais, mais je vais t'écraser si j'ouvre un restaurant thaïlandais. Il me dit, non, mais je te dis pas ça pour qu'on rentre en conflit. Il me dit, mais ce serait pas l'idée que on ouvre à 2 le restaurant. Il sait qui t'es, toi? Ah, bien sûr, il sait que je suis qui Ok. dans la ville. C'est un rappeur, c'est un mec de la ville, tu vois. Ok. Et après, je lui dis, mais j'ai fait tous les locaux. J'ai fait tous les locaux, il n'y a aucun local. C'était un combat de coq à ce moment-là. Il me dit, mais là, entre ici, où on est, et ton tattoo shop, donc qui était à 5 mètres, il me dit, j'ai un local. Je fais, non, c'est pas possible. Je les ai tous fait avec l'urbanisme à la mairie. J'ai un local. Il me dit, tu veux que je t'emmène tout de suite? Et dans le restaurant, il y a une porte qui mène à un autre mur, et derrière, c'est un autre restaurant, il n'y a rien. Il me dit, j'ai déjà les locaux. Je dis, ben voilà, viens, on l'ouvre ici, le restaurant. Il me dit, vas-y, c'est parti. Et puis depuis là, 1 an, ça explose tout. Ok. Et là, du coup, 1 an après, j'ouvre un nouveau truc, le Barlou Burger. Et comme j'ai une grosse base fan à Lille, et souvent, je fais des séances dédicaces dans les shops de protéines, des restos, je donne de la sophore et tout. Ok. Mais je laisse entendre planer que si je devais ouvrir un truc, pas en franchise, mais moi, ou en ouvrir un deuxième, ça serait dans le Nord, parce que ma femme, elle est de Dunkerque. J'ai une grosse base fan à Lille et dans le Nord, vraiment eux qui soutiennent et qui aiment bien Ok. le personnage, même plus que le rap, on va dire. Donc, il se pourrait que... Moi, qu'il y a un truc qui s'ouvre vers là-bas, mais bon, en attendant, là, j'ouvre un nouveau resto dans 2 semaines. Ok. Voilà, qui s'appelle le Barlou Burger. Et c'est collé encore à mon tattoo shop, à mon restaurant thaï et C'est où, tout ça? Pontoise. Ok. Très bien. Je voulais qu'on parle aussi, bien sûr, de ton fils, qui rappe. Ouais. Incroyable. Donc là, on est quand même arrivé à assez d'années de rap Ouais. pour qu'il y ait le père et le fils sur le même morceau. Ouais. C'est beau, ça. C'est magnifique. Comment tu découvres qu'il rappe la première fois? Moi, c'est un pote qui me dit, t'as écouté, un pote à qui je m'entraîne à la muscu et qui aime bien mon fils, tu vois. Ok. Le mec, c'est un Renoir et comme mon fiston, il est métis, il aime bien, tu vois. Il aime bien, il est derrière, il le pousse un peu et tout. Parce que mon fils, il est automatiquement connecté avec mes potes. Après, il me dit, ah, ton fils, il fait office de tonton, on va dire, ce mec-là. Ok. Et il dit, ouais, mais ton fils, il rappe. Vas-y, ne dis pas que je te l'ai dit, il va être dégoûté. Je dis, ah oui, il rappe, je dis, rappe bien au moins. Il me dit, non, il est fort et tout. Et je dis, ah ouais, je vais le niquer, lui, on va voir. C'est la question. Ah ouais, parce que là, c'est ma hantise de me dire, moi, Ah. je me suis cassé les couilles. J'ai juste eu ça, moi. Ah. J'ai une couronne d'épines sur la tête tu sais, du roi de la punchline, mais ça reste un roi sans couronne, finalement. Et à part la couronne des chiottes, voilà. Et du coup, je me suis dit, non, mais il se met là-dedans. Et il fait des rimes, au moins. Ça. Mais après, mon pote, il disait à mon fils, tu rappes, c'est bien, mais si ton père, il sait, il va te niquer. Il dit ça. Mais il va te niquer, on se comprend, c'est rigolo. Ouais. Et puis, j'écoutais. Ouais, c'était pas mal. Après, il s'est un peu émancipé. Il a fait les trucs tout seul de son côté. Il n'y avait pas encore un truc qui m'avait trouvé le cul. Puis un jour, je suis en studio, dans mon album. Il est avec moi, parce qu'il me suit ma carrière et tout de près. Ok. On met une prod. Mais on dirait qu'ils m'ont fait un coup ce jour-là. C'est un pote à moi aussi de la famille qui a fait l'instru. Il dit, oh tiens, j'ai fait une prod. Nan. Après, le petit dit, ah ouais, elle est bien celle-là. Je dis, ah ouais, lourd, fais un couplet, voir. On va voir, je suis en studio. C'était chez Core, non? Et après, il balance un couplet. Ta 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 nanana, il s'arrête pas, il fait un gros 32 mesures. Je dis, ah, mais il est bien ce couplet, wesh.
J'y vais le poser en cabine. Là, c'est un gros studio. On va voir ce que ça donne quand toi, t'es encadré par des professionnels. Donc, c'est vraiment sur un coup de tête qu'on fait le titre. Il pose en cabine. Je dis, vas-y, je vais te faire un refrain. Mais moi, pas genre, j'y crois pas. Je mets pas de volonté. Mais dans les rimes que je cherche, je fais pas je me dis pas, je bosse un refrain pour faire un hit ou un single. Je dis des mots bagatelles en parlant d'une paire de quartiers qui s'appelle le modèle bagatelle. Je dis, ouais, bagatelle. Je lâche comme ça. C'est pas tout le monde qui peut connaître la référence. Dedans, je parle en thaïlandais. Je dis toujours en garde comme un takatem, qui veut dire c'est la montre religieuse qui prend une position de garde comme en boxe thaï. Et c'est ce qu'on dit quand tu fais de la boxe thaï, t'es en position montre religieuse, tu sais, avec leurs bras un peu comme as. Je dis position takatem. Tu vois, les trucs, les mots, ils sont pas super simples. Je dis vas-y, mais bon, j'aime bien mes rimes. Moi, j'ai senti l'ambiance du moment, on fait. On le fait, on le met dans l'album, mais en fait, le morceau, il a des retours de fou. Tout le monde dit, le morceau, un truc. On sort le clip un an après, je sais même pas pourquoi on fait ça. Le morceau, il fait 2 millions de vues en 5 mois. Je dis, ah ouais, mais en fait, ils ont. Et quand on le fait sur scène, je vois, c'est le morceau qui explose le plus de tout mon show de 1h30. Je dis, non, mais attends, là, mon fils, on tient un truc, là. Après, voilà, donc j'étais derrière lui, et dès qu'il fait un texte, j'essaie d'intervenir un peu, pas pour le retoucher, mais fais l'effort, quand il y a des morceaux peuras, d'être au moins au niveau intelligible des gens qui m'écoutent et qui m'aiment bien pour ma plume, tu vois. Et par contre, lui, là où il est fort, c'est les mélodies, il chante, et ça, ça rend des titres mainstream, et là, il peut m'emmener où j'ai jamais été, tu vois. Ouais, je vois. Et toi, en tant que père, tu t'es jamais dit... Bon, le rap, c'est quand même un milieu difficile. J'aimerais pas que mon fils il soit dedans. Tu t'es pas dit ça? Ils veulent tous être rappeurs aujourd'hui. Je préfère qu'ils me disent je veux faire ça, qu'il soit sur le rinté à Bicrave. Et au moins, il est avec moi, il est en compagnie de son père, il est entouré par des pros, on croit en lui. Et on fera tout pour que ça marche, tu vois. Je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui. Regarde, des mecs éclatés, ils émergent et ça fonctionne. Lui, il a l'équipe qu'il faut. Il marche sur les traces de son père, tu vois. On essaie de lui dire dans les habits, démarque-toi, t'habilles pas comme les autres. Et je fais des tatouages, il aime bien, il me suit à la muscu. Il y a une vraie complicité. Moi, je m'en rends même pas compte. Pour moi, on n'est pas plus complice que ça. C'est mon fils, je suis son père. Des fois, je l'engueule. C'est pas tout le temps rose. Je dis, il rote à table. Je dis, arrête de roter, gros dégueulasse. Alors, je pète toute la journée. Mais toi, c'est qui C'est plus une relation de potes, mais les gens qu'on a en studio, par exemple, il rentre en cabine, il va pisser, l'ingénieur du son me dit mais c'est un truc de ouf la complicité que t'as avec ton fils, je rêverais d'avoir ça avec mes enfants. Donc je me dis, voilà, c'est magique, c'est un moment qu'on vit et tout, et voilà, on est derrière, on le pousse pour ses études. Pour moi, j'aimerais bien qu'il ait le bac en minimum. Parce que, imagine, c'est un bon bagage à avoir minimum si la musique ça marcherait pas, mais on va tout faire. Il rappe bien, il chante bien, il a une bonne gueule. Il a tous les bons ingrédients pour faire la sauce. C'est cool. C'est cool. Moi, on arrive tout doucement vers la fin de l'émission. Moi, j'aimerais, par rapport à toute ta carrière, moi, il y a plein de morceaux que j'ai kiffé de toi. Ouais. Mais il y a un morceau vraiment, il arrive à un moment de ta carrière où je me dis que il est plus de jus. Ça serait normal. Il a envoyé beaucoup de morceaux. Ouais. Mais là, t'envoies un morceau, je me dis, oh! Ah ouais, vas-y, c'est lequel? Maître de cérémonie. Ah oui, il est incroyable celui-là. Pourtant, il fait pas de vues. Ouais, grosse déception pour moi de ça, de me dire putain. Le morceau est dingue. Ouais, vraiment. Mais que tu me parles de dingue. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, ok. Le mec, il a toujours l'énergie, toujours les. Je vais te raconter l'histoire de ce titre-là. On sort de l'album Professeur Punchline. Pareil, on mise pas un copec sur le morceau Titi Parisien. On fait le clip, il peine à faire le million. Pendant mon voyage en Thaïlande, Vincent, il bosse, il me dit j'ai une idée, laisse-moi faire un remix. Ah, mais tu me parles de remix. Ouais, mais je voudrais bien Nekfeu et Oxmo Puccino. Je dis non, mais Nekfeu, il est un peu en bas. Un jour, j'ai dit le rap contender, c'est Baltringue et tout. Ça. Et ça se trouve, mais non, vas-y, lui demande même pas, c'est pour qu'il dise non, ça va me foutre le seum et tout. Non. Et après, un jour, il m'appelle, il me dit c'est bon, Nekfeu, il a posé, Oxmo, il a posé, tiens, je t'envoie les voix. Lourd. Tout géré de son côté, le manager. Lourd de ouf, hein, ça, c'est un beau cadeau de manager. En tout cas, moi, j'aurais pas eu le courage. Le remix de Titi Parisien est incroyable. Donc, on sort le remix hors album. Ouais. Et là, il fait 14 millions de vues. Là, la maison de disques, elle me dit ah non, mais j'aime trop ce courant-là. Je pense qu'il y a une carte boom bap avec toi, cette New York qui te va bien, Titi Parisien et trucs New York et tout. Et là, ouais, t'aimes bien. Et mes producteurs, quand. Tu sais, je prends pas une prod comme ça, c'est pas des coups du hasard. Quand j'en prends une palette, j'en prends au moins 3-4 pour avoir de la matière derrière. Tu vois, après, je vais faire aussi le morceau Paris Street avec Cool Chain, Cynic, Jazzy Bass, Seth Gecko dans la lignée. J'ai fait aussi le morceau avec Gizmo, Professeur et le Renard, qui est
toute ma palette de 5 sons que j'ai pris si je voulais faire un EP boom bap Titi parisien, je l'avais. New York. Et ça a pris sur Internet ces Alors autres du morceaux coup, je le fais, ce morceau-là. Ouais, on tape dans le million de vues à chaque fois, Ok. hein, mais c'est le minimum syndical, mais quand je vois les mecs, faut même pas se comparer, parce que c'est un truc de fou. Et du coup, et là, on fait encore une erreur, sur l'album Barlou, le premier titre qu'on envoie, non, c'est le premier ou le deuxième? Ouais, je sais plus. Maître de cérémonie, je fais, ah, mais t'as aimé ça? Mais t'as aimé Titi parisien, mais je t'en refais un autre encore mieux. Je te fais un autre et tout. Et je lui ramène ça. Et ça me sert encore à rassurer la maison de disques quand je leur ramène maître de cérémonie. Non, mais là, c'est sur celui-là qu'il faut miser. Donc j'ai fait un peu Titi parisien, mais à New York en vrai. Tu vois, donc et on misait sur ça. Et c'était pas sur peut-être celui-là qu'on aurait dû miser. Après, on a fait un gros feat avec Caris qui est sorti hors album. Tu vois, des fois, il y a des trucs de timing qui font que j'aime plus aujourd'hui être suspendu au truc de devoir de rendre des projets dans le temps. Aujourd'hui, j'ai une carrière, j'ai plus besoin de faire ça. En plus, avec le streaming, aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Je vois, il y a des gens, ils sortent un album. Mais moi, j'aime pas ça. Un mois plus tard, ils sortent un single qui est pas dans l'album. Tu me parlais tout à l'heure, on passe de la cassette au streaming. Et ben, moi, aujourd'hui, j'ai besoin que tous mes morceaux, Titi Parisien Remix, il est sur aucun CD. Ben, pour moi, il n'existe pas, en fait. C'est un morceau du net. C'est en streaming. Ça veut dire quoi, le streaming? Il faut le toucher, le morceau, il doit avoir un objet. Moi, je suis de cette génération-là où j'ai besoin de matérialiser la musique. S'en foutent aujourd'hui. Ça se met, c'est un beau objet de décoration, ça se met sur... Tu vois, c'est de la culture que un ami vient chez toi, fais voir ce que t'écoutes, il voit... Personne va prendre ton téléphone, fouiller ton Spotify. Tu vois, là, c'est... Regarde, j'ai ça, fais voir la pochette. Attends, il a dédicacé qui? Ah, j'aime bien qui a fait la prod, c'est un sample de qui? Tout ça... Moi, ce que tu dis, ça me parle. Je suis de cette époque-là aussi. Ouais, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens du rap qui sont plus passionnés. Non, mais c'est même pas passionné ou pas, c'est qu'ils sont pas nés là-dedans, en fait. Mais non, l'objet n'existe pas. Ouais, mais t'as besoin de t'intéresser, il faut être passionné. Ils sont passionnés par les culs de meufs, ils vont tout savoir le CV, ils vont te le ressortir, t'inquiète pas. Bon, là, c'est générationnel, c'est sûr, mais je trouve que c'est moins fait par des passionnés. Aujourd'hui, il y a un gros effet de mode rap où les mecs se disent, ah, lui, il a réussi. Bah, tu vois bien, la succession ça pousse comme des champignons, les rappeurs. Ils sont nuls, éclatés contre le sol, mais ça marche parce qu'il s'est ouvert aujourd'hui que ce rap un peu simplet, et ben il parle à des gens parce que les auditeurs ont l'oreille feignante aujourd'hui. Ils vont même plus faire l'effort d'écouter comment t'écris, ils s'en foutent. Ils veulent se laisser bercer par une vibe en fait aujourd'hui. Moi, j'écoutais pas du rap pour me faire bercer par une vibe. J'écoutais pas ça, j'écoutais pour écouter comment le mec il jouait avec les mots, s'il utilisait des mots de mon vocabulaire, qui m'apprenait, on a la culture des fringues, quand on entendait, il parlait des Sebago, c'est quoi Sebago? Ouais, c'est des bateaux, après on en a porté, ouais, les lunettes Cartier, wesh, dans le quartier fraîche, wesh, tu vois, des fois il parlait de code, tu parlais de West Coast là, tu vois, il y avait la culture du Coast là, du taquini, il y avait tout un truc. Et aujourd'hui, c'est survêt de foot ou sponsor Kawasaki, rose fluo, queue de cheval. Je comprends plus, je suis du père carrément. Je comprends pas. Je sais pas, il y avait un truc, fallait avoir du style. Tu pouvais pas être même les mecs qui écoutaient du style, du rap, c'était nous qui avions le plus de style, qui avions le plus de style. Tu sais, il y avait un package en fait, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est devenu un truc tellement pop et tellement... Et j'ai une phrase magique pour moi conclure cette interview et qui va résumer ça. Et c'est devenu trop de la musique pop. Ouais. Et moi, je fais de la musique populaire. C'est pas la même chose. Je vois très bien où est la nuance. La musique du peuple et de la musique pop, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est cool. Moi, juste, je voulais terminer sur maître de cérémonie. Génial. Dire que moi, c'est un pote à moi qui me dit Driver, faut que t'écoutes ça. Ouais. Il me met le clip en fait. Et il est incroyable ce clip. Et le truc qu'il me dit en fait et qui me fait m'asseoir et regarder avec attention, c'est qu'il me dit Seth Gecko, il connaît Trey the Truth. T'es un peu le Trey the Truth. J'ai fait rimer Trey the Truth avec Trey de Schnouf quand même. Tu vois. Quand il me dit ça, même moi je dis. Ah ouais, t'aimes bien ça, toi, tous les Houston, Texas. Je suis un grand fan de Houston, toute cette scène-là. Et quand il me dit ça, je m'assois et je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, écoute. Et là, je tombe sur le refrain, je dis, non, ça c'est mon morceau. Et au final... Tu m'en as reparlé dans un interview, je crois, en vrai. Je crois, dans la sauce sur Rock'n'Roll. Ouais. Je crois que c'est mon morceau préféré de ta carrière, au final. Magnifique. Tu vois, il arrive même pas au début. Voilà, il arrive tard. Et c'est sur ça que je voulais appuyer. Ouais. C'est que, à ce moment de ta carrière, que t'aies moins de jus, c'est normal. Je peux le comprendre, moi. Ouais. Quand t'envoies. Ouais. Mais j'en ai encore sous le coude. Et en fait, non, voilà. Et ça, c'est beau, ça.
Donc, longue vie à cette gecko. Regarde, on peut enchaîner les éjaculations. Vraiment. Quelques gouttes suffisent, comme dirait Arsenic. Elle est belle, Mais celle-là. tu peux les enchaîner. Elles font mal. Sur les dernières, il y a un peu moins de jus qui sort, mais t'inquiète, si tu presses bien les couilles, t'inquiète pas. Ça se presse, c'est comme le citron. C'est que ce que tu viens de dire sans faire exprès, c'est incroyable. Parce que t'as dit quelques gouttes suffisent comme Arsenic. Ouais. Et t'as dit si tu presses bien mes couilles. Voilà, le PBMC, qui était le premier groupe d'Arsenic, qui presse bien mes couilles. Mes frères, tu crois que c'est beau. Même quand je te parle, je fais pas des punchs, je suis quoi, mon vieux? Et en fait, ça pouvait dire aussi les plus beaux mecs du quartier. Du continent. Ah, du continent, ok. C'est ça. C'est beau, tu dis. Quelle culture. Cette gecko, en tout cas, on te remercie. C'était cool d'être venu ici, featuring. Bouillante culture. C'est cool, ouais. C'est aussi la référence. Bernard Pavot. Ça, c'est spontané, hein. On les a pas écrit ça. Incroyable. Merci à toi d'être venu, en tout cas, et on se dit à la prochaine émission avec un autre invité. C'était featuring Driver. Voilà. Je ridiculise les MC, je fais des Laurent Bas featuring. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.